Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode dédié à la plagiocéphalie avec en guest star Anamorphoséance. Aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, on va se demander comment est-ce qu'on évalue la plagiocéphalie, quels sont les risques pour l'enfant, quelle est l'évolution naturelle de la déformation au cours du développement de l'enfant, et nous évoquerons aussi le risque de dérive thérapeutique. Bonjour, ou bonsoir, bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Dans les déformations crâniennes positionnelles, il y a plusieurs types de déformations. Il y a la plagiocéphalie occipitale, il y a les plagiocéphalies fronto-occipitales, il y a la brachycéphalie qui est cet aplatissement occipital postérieurement, d'accord ? Normalement, l'examen clinique seul peut suffire pour évaluer et déterminer une déformation crânienne positionnelle. Bonne nouvelle aussi, normalement, l'examen clinique seul est aussi suffisant pour éliminer une craniosynostose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de prévoir une imagerie. L'imagerie va être réservée sur les cas un peu plus complexes où il faut éliminer des synostoses et des craniosténoses et on a un petit doute. Et puis il y a un deuxième cas, je pense qu'on peut le citer dès maintenant, c'est que ici nous allons parler des déformations crâniennes positionnelles isolées. Et ça c'est très 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 important que nos auditeurs comprennent ça. Des déformations crâniennes positionnelles peuvent aussi être des éléments qui vont se surajouter à une autre pathologie. Des syndromes malformatifs plus complexes, des retards neuromoteurs plus complexes. Et dans ce cas-là, la déformation crânienne positionnelle, eh bien, quelque part, sont plus un signe accompagnant un marqueur d'une autre pathologie ou d'un autre retard développemental que d'une cause. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une confusion. C'est peut-être aussi parfois la raison pour laquelle, eh bien, on dit dans les plagiocéphalies, on a un risque de retard en fait neurodéveloppemental, parce que lorsque les études, si vous voulez, étudient l'incidence des plagiocéphalies, il faut se poser la question, est-ce que la plagiocéphalie est isolée ou est-ce qu'elle est accompagnée d'une autre pathologie ? Et dans les études que tu as pu lire, ces critères sont pas forcément isolés, ils isolent pas la plagiocéphalie simple. Dans les études de bon design, oui, tout à fait, ce critère est heureusement contrôlé. Cependant, on lit encore ça et là dans des ouvrages portant sur des thérapies fake med, on est donc bien loin des méta-analyses et du peer-reviewed, des éléments catastrophistes en faveur de ces arguments. La tête du bébé est asymétrique, il risque d'avoir un retard mental, etc., etc. On peut citer l'étude de Knight en 2013 qui a été faite en Australie, où les auteurs insistent, notamment dans leur partie discussion, que les résultats n'impliquent pas que les déformations crâniennes positionnelles causent des problèmes de développement, mais qu'elles pourraient être un marqueur de risque de problèmes de développement. Et c'est un argument en plus pour se dire qu'il faut pouvoir faire dépister des problèmes de développement neuromoteur chez des nourrissons avec plagiocéphalie. Et pour aller aussi plus loin, puisqu'on évoque ces complications possibles et ces associations, il y a une recommandation qui est sortie ici en février 2020 de la Haute Autorité de Santé et qui est très claire. Les données actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure à un lien de causalité entre déformation crânienne positionnelle et retard neurodéveloppemental, troubles spécifiques ophtalmo, oculomoteur et vestibulaire. Donc ça c'est important parce que il y a beaucoup d'études qui présentent des biais parce que la présence de la déformation n'est pas nécessairement la cause de la problématique, mais plutôt un signe accompagnant. Jusque-là, on parle d'associations de pathologies un peu plus importantes, mais il n'est pas rare d'avoir des associations de déformations isolées du crâne et de torticolis congénito-musculaires. C'est vraiment un élément sur lequel le kinésithérapeute va prendre toute sa place, non seulement dans l'évaluation de la mobilité cervicale, dans la prise en charge, mais aussi dans le suivi et l'accompagnement des parents ou de l'entourage de l'enfant par rapport à ça. L'épidémiologie, en fait, elle est très variable selon les études. Et ça peut nous permettre de rassurer les jeunes parents ou les parents actuels. L'étude de Hutchinson en 2011 a évalué 129 enfants d'un âge moyen de 4 ans. Elle a évalué les mesures de la forme de la tête, mais elle a aussi évalué d'autres éléments comme les inquiétudes des parents et les retards de développement neuromoteur. Ce que montre cette étude, c'est deux trucs. Le premier élément, c'est que 85% des parents se sentent concernés par cette déformation crânienne. Ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que c'est un motif d'inquiétude qui est réel et que nous, en tant que professionnels de santé, il est important de recevoir, d'accueillir et d'écouter. C'est aussi au passage cette inquiétude-là qui peut amener des dérives dans des thérapies alternatives.
Le deuxième élément positif, c'est que sur cette étude de Hutchinson, eh bien, la toute grande majorité, plus de 90% de la plupart des déformations vont s'améliorer jusqu'à revenir à la normale dans les premières années de vie, jusqu'à peu près 5 ans. Ça veut donc dire que les retards soi-disant de développement se réduisent sur ces cas-ci, et les inquiétudes des parents aussi vont se réduire. Alors les études dont je vais vous parler ici sont principalement issues du rapport d'élaboration de la Haute Autorité de Santé datant de février 2020. Si on regarde un petit peu les incidences et des chiffres épidémiologiques, il y a 2 études qui sont intéressantes. C'est l'étude de Bialos-Serkowski en 2008, une étude australienne, et une autre étude de Hutchinson en 2004 en Nouvelle-Zélande, avec des beaux échantillons, N égale 200 pour l'étude néo-zélandaise, qui mettent la prévalence de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie à 6 semaines, on va dire entre 22 et 16%, mais lorsqu'on est vers 2 ans, ça tombe à 3,3%. Ça veut donc dire que chez la toute grande majorité de ces enfants-là, eh bien, il y aura un retour proche de la normale. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler ça ? Parce qu'en fait, la façon de mesurer la plagiocéphalie peut être très variable. Alors classiquement, comment est-ce qu'on mesure les plagiocéphalies ? On peut mesurer des index céphaliques, si vous voulez. Donc on n'a pas besoin d'imagerie médicale pour ça. Il suffit de prendre des ratios entre la largeur de la tête et la longueur de la tête, qu'on va exprimer en pourcentage. On peut mesurer des diagonales et comparer les diagonales. Et donc voilà, il y a des classifications différentes qui existent. Et donc on comprend bien que selon la façon de mesurer la plagiocéphalie, eh bien il est possible qu'il y ait des chiffres, des incidences et des épidémiologies qui soient parfois assez divergentes. Mais gardons ça en tête, la majeure partie de ces déformations crâniales positionnelles, eh bien naturellement vont rentrer dans l'ordre dans les premières années de vie. Si dans la plupart des cas, finalement, la déformation crânienne positionnelle, elle se résout d'elle-même, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de chercher une solution immédiate à court terme, mais que l'accompagnement peut suffire, du coup. Je pense que ça, c'est très important, ce que tu dis, Marie, pour pouvoir effectivement être à l'écoute de ces souffrances-là, parce que c'est une souffrance aussi. Le deuxième des éléments, c'est pour pouvoir aussi donner des conseils qui font partie des recommandations actuelles, et pour éviter que justement les parents se tournent vers des thérapies alternatives, où parfois certains pseudothérapeutes vont proposer des techniques où on va remodeler le crâne à la main, par exemple, où on va libérer des sutures du crâne, d'accord ? Si nous ne sommes pas présents à ce moment-là, alors il y a le risque qu'il y ait un détournement vers des thérapies alternatives coûteuses et qui peuvent parfois, on l'a dit, amener vers des retards de diagnostic lorsqu'il y a une pathologie associée qu'on n'aurait pas forcément déterminée un peu plus tôt. Est-ce que ce risque, il n'est pas présent dès la maternité, puisqu'on a régulièrement des parents récents qui nous expliquent que dès la maternité, on leur a recommandé par tel ou tel professionnel de santé de faire voir leur enfant rapidement à un ostéopathe pour remettre en place les os du crâne suite à l'accouchement. Je crois que c'est devenu quelque chose de presque systématique, cette recommandation. Et si elle n'est pas faite par les professionnels de santé dans l'établissement où l'enfant est né, il y a un risque très important que cette recommandation elle soit faite par des proches, par des amis. Et j'entends aussi l'imprégnation antérieure, parce qu'aujourd'hui, rares sont les femmes qui accouchent sans avoir eu auparavant dans leur vie déjà des consultations de thérapie alternative ou des contacts avec des personnes qui vont leur dire et les prévenir qu'il faudra revenir une fois que bébé sera là. J'ai 2 éléments en fait à rajouter à ce dont vous parlez ici. Le premier élément, c'est que, en fait, les techniques et les approches fallacieuses, il faut vraiment qu'on soit extrêmement attentif à ça parce que c'est vraiment pas l'apanage d'un métier. C'est-à-dire que ça nous concerne tous. Les thérapies crânio-sacrées, elles sont employées chez certains chiropracteurs, certains ostéopathes, elles sont employées par certains kinés. Et il y a aussi des professionnels qui disent non. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de regarder bien loin pour avoir ces risques-là dont tu parlais, Vincent, et vous avez tout à fait raison. Le deuxième point que j'aimerais vous indiquer, qui va peut-être vous étonner, il y a une étude de Amiel Tison et de Soyez Papirnik. C'est 2 auteurs très connus dans le monde de l'ostéopathie qui ont fourni un
un article qui, en tout cas, vantait l'importance de l'ostéopathie pédiatrique. Mais là-dedans, il y a une phrase que j'ai retenue et que je voudrais vous partager dans cet article, donc qui est partie prenante des ostéopathes. Eh bien, Miel Tison dit « L'intérêt de l'ostéopathie pour tous dès la naissance dans un but préventif n'est pas démontré et ne paraît pas nécessaire pour la majorité des nouveau-nés. » En réalité, on a, comme tu le disais Marie tout à l'heure, un peu l'impression d'entendre l'inverse un peu partout. Dans certains types de médias, jusqu'à effectivement une émission reportage d'Arte il y a pas longtemps. Chez nous ici en Belgique, on a eu tout un article de la radio et télévision belge francophone, donc la télévision publique, avec une vidéo d'un ostéopathe qui manipulait en technique HBVA un nourrisson. Regardez comme aussi au sein de certains métiers, les consensus sont pas clairs. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucune donnée aujourd'hui pour nous permettre de supporter la pratique de techniques de type thérapie crânio-sacrée et les prises en charge précoces chez le nourrisson. Ça, c'est très clair. Ce que tu me dis me rappelle beaucoup un article qui a été rédigé par Steve Hartman en 2009 dans une revue qui s'appelle Chiropractic and Osteopathy et qui s'appelle « Pourquoi est-ce que les traitements inefficaces semblent fonctionner ?» Donc l'auteur est ostéopathe et amène une voix dissonante par rapport au discours ambiant et global et qui nous paraît, de notre spectre, majoritaire par rapport à ces professions. Et on voit régulièrement des interventions sur les réseaux sociaux je vais les appeler cadres, de professions qu'on qualifie de pseudo-médecine, qui essayent de dénoncer certaines pratiques non fondées, certaines pratiques qu'on qualifierait de nocebo, mais il y a un bruit de fond ambiant qui est tellement vaste et qui propage ces techniques complètement illusoires qu'au final, ce qui demeure, c'est que ce sont essentiellement des pseudothérapies. Moi, ça me rappelle un peu cette question aussi, et je pense qu'on sous-estime cette partie-là. J'en avais discuté avec, c'était une rhumatologue et qui disait, mais le patient, en fait, il a super mal. Il a fait plusieurs consultations depuis, il a essayé plein de trucs. Il vient me voir pour une infiltration. Parfois, j'ai pas mieux à lui proposer, même si je sais que scientifiquement, c'est pas intéressant, que la balance bénéfice-risque est pas dans le bon sens. Le problème, c'est que lui, il vient me voir que pour ça. Que le médecin a dit qu'il fallait qu'il ait l'infiltration, le kiné a dit qu'il fallait une infiltration, la belle-mère, le cousin, l'oncle, la tante ont tous dit que les infiltrations c'est ça qui marchait. Et je pense qu'il y a une tentation aussi, et nous je pense qu'on a le même problème en kinésithérapie avec le massage ou avec la thérapie manuelle, quand le patient est convaincu d'avoir besoin de quelque chose et qu'il vient pour ça expressément, mais c'est pas toujours évident de réussir à lui proposer autre chose par rapport à l'ensemble des croyances qu'il a emmagasinées avant. Pour être un peu iconoclaste, non seulement c'est difficile, mais est-ce que dans un premier temps c'est souhaitable ? En fait, à quel moment, si tu veux l'amener vers autre chose, peut-être qu'il faut avoir des concessions par rapport à certains types de croyances. En fait, j'ai pas de réponse à ça, hein, mais c'est ce qu'on appelle la réponse aux attentes du patient pour s'engager dans l'alliance thérapeutique. Parfois, ça demande de faire des concessions, d'aller faire un pas vers le patient. Même des fois pour simplement lui montrer que ce à quoi il s'attendait n'a pas les effets qu'il escomptait et donc partir de là pour essayer autre chose, une thérapeutique vers laquelle on sera plus favorable. On a tendance à faire des amalgames, comme tu disais, de profession à profession, et c'est bien que tu le fasses remarquer, parce que finalement, au sein de ces professions qu'on amalgame, moi je pense qu'il y a une partie des kinés qui font beaucoup de massages aujourd'hui, qui le font pas parce qu'ils sont persuadés que c'est bon, mais parce que c'est un compromis qu'ils ont choisi. Et je pense que c'est pareil au niveau de l'ostéopathie. Alors, pour moi, la problématique de l'enfant est quand même différente, mais on en parlera un peu plus tard, dans le sens où la notion de consentement éclairé n'est pas prise en compte. Parfois, elle peut être prise en compte, mais elle ne l'est pas. Et à ce sujet, il y a un auteur qu'il faut absolument lire, c'est Edzard Ernst, qui est peut-être le plus grand spécialiste des thérapies et des médecines dites alternatives,
et il publie très régulièrement des billets dans son blog. Il a aussi beaucoup publié sur le sujet, et il y a 2 articles que je vous recommande, dont on mettra certainement le lien à disposition. Le premier billet, c'est un billet de 2013 qui s'intitule Alternative Medicine for Kids, When is it Child Abuse? Et c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement pertinente, dérangeante, et vous verrez qu'il met dans son billet en fait une référence à une méta-analyse qu'il faut que j'aille encore explorer davantage. Et le deuxième billet date de 2019, c'est Spinal Manipulation in Children Summoned to Abuse. Et là aussi, on y parle plus spécifiquement des manipulations chez le tout jeune enfant. Donc je pense que c'est un élément à rajouter dans notre réflexion, c'est cette notion de consentement éclairé chez l'enfant, et le fait qu'on doive passer évidemment par les parents ou les personnes qui s'en occupent, ou en tout cas toutes les personnes qui sont référentes pour l'enfant. C'est déjà fini pour cet épisode, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour vous parler de facteurs de risque, prévention et rééducation dans la plagiocéphalie. Alors on vous dit à très bientôt.